En attendant, sur aussi reviennent, j'ai aucune visu sur qui est là ou qui n'est pas là. Donc, si vous pouvez, s'il y a quelqu'un et si vous m'entendez bien, si c'est possible de confirmer sur le chat. Je suis en train de voir, il n'y a pas de chat. Il y a la Q&A. Enfin, vous pouvez le mettre en Q&A. Là, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends mieux. Oui. Ah, excellent, super. De toute façon, j'ai eu un petit souci Alors, tout à l'heure. Je viens de lancer en même je temps pensais que c'était parallèle. moi parce que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes de Wi-Fi depuis deux jours. Donc, là, ça a l'air d'aller mieux chez moi. Ah, excellent, super. Super. Là, cette fois-ci, c'était moi. D'accord. Alors, comment ça se passe à Paris? Vous êtes bien installé à Paris, n'est-ce pas? Paris, aucune idée. Normalement, oui, je suis à Paris, mais là, on est à Berlin. On est arrivé avant le confinement. Et Ah, du coup, d'accord. on était censé rentrer à Paris en avril, mais on a prolongé parce que, bon, vu les circonstances et vu les conditions, c'est dit vaut mieux pas trop bouger et rester ici pour le moment à Berlin. D'accord, excellent, Mais super. voilà, enfin, en général, on travaille à distance de toute façon, donc Et bien sûr, on a une équipe un peu distribuée, donc voilà. excellent, super, super, très bien. Très bien, très bien. Il y a les premiers arrivés commencent à venir. Ben, Oui, je dis bonjour à Alaoui, à Yvonne Mel, Mohamed Abdou, Soumia, Sirkbej, Bekrbej. bonjour tout le monde. Voilà. On va peut-être attendre 5 minutes, le temps de permettre à d'autres personnes de nous Oui, rejoindre. pas de souci. Voilà. De toute façon, j'ai eu un petit souci. Comme j'ai programmé les webinaires la semaine dernière sur Zoom, donc la semaine dernière, nous étions sur GMT et aujourd'hui, on est Oui, GMT plus 1. Donc, je pense qu'il y a un un petit souci avec ça. ouais, sur Zoom, oui. Parce qu'il envoie le calendrier à 16 heures. Enfin, pour moi. Voilà, c'est ça Il le est, truc. il est 15 Voilà. heures Ouais, en ce moment. Ouais. ouais. J'espère que les participants vont s'en rendre compte. On a eu à peu près 45, aux alentours de 45-46 inscrits. Et D'accord. j'espère qu'ils auront le temps de se rendre compte que c'est à 15 heures Maroc. Non, plutôt à 14 heures, plutôt, excusez. Donc à 14 heures. Ce que je 14 vais heures. faire, je vais aussi sur Facebook, peut-être mettre le lien, comme ça, ils peuvent nous rejoindre sur Zoom. Et ainsi, ils peuvent aussi poser des questions, être en direct avec nous. Ça marche. Désolé, il y a des bruits à côté de moi. Je vais. Pas de souci. Je viens de partager le lien sur Facebook. Sur Facebook, on est une trentaine, un petit peu plus qu'une trentaine quand même. D'accord. Je dis bonjour aux gens de Facebook. Voilà.
Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Oui, Khalid. bonjour. Et Bonjour, aussi, ça Cédric. va, vous allez bien? Bonjour Cédric, Cédric. ça va, Merci, alhamdoulilah, c'est merci. Khalid, pour d'avoir répondu présent à ce webinaire, pour le partage. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Écoutez, on est 14h07 minutes. Je propose qu'on ne fasse pas attendre le participant qui attend pour se connecter. Je dis encore une fois merci beaucoup, Sir Khalid, pour votre proposition, pour avoir accepté notre invitation pour animer ce sujet. Je dis aussi merci aux participants qui sont inscrits et qui sont intéressés au sujet et qui sont particulièrement, ils sont à l'heure, à 14h, ils sont à l'heure. Je vous remercie. Aujourd'hui, au niveau des participants, on a une audience variée. On a des étudiants, on a des chefs d'entreprise, on a aussi des cadres, des enseignants, des doctorants. Au niveau des chefs d'entreprise, on a aussi des différents secteurs. Donc, ça veut dire que le thème interpelle plus qu'un secteur, plus que d'autres. Aujourd'hui, nous avons Sir Khalid. Moi, souvent, je dis que toute présentation, toute introduction, il est limitatif, il est réductrice. Sir Khalid c'est un ingénieur. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise Script, c'est ça? Script Media? C'est bien ça, oui. Script Media, Voilà, oui. Script Media, qui a été mis en place, je pense, 2 ans, 3 ans, et qui s'intéresse particulièrement aux nouvelles technologies, particulièrement blockchain, gamification et, comment ça se dit, design thinking. Ça, les grands thèmes que vous avez que j'ai trouvés sur votre site. Sans trop tarder, moi je vous donne le micro voilà, pour faire voyager et faire apprendre un petit peu sur le blockchain et comment on peut exploiter cette nouvelle je dirais, technologie, cette nouvelle approche au Maroc et ailleurs, et particulièrement par rapport à nos TPE et PME. Merci beaucoup, c'est Khalid. Et à vous le micro. D'accord, tout d'abord, merci Monsieur Rossi et merci Cédric de m'avoir invité et merci aux participants à l'audience de nous avoir rejoints aujourd'hui pour tout savoir ou presque sur la blockchain. Bon, je dis presque parce que bon, on va pas tout savoir parce que de un, même moi, je sais pas tout sur la blockchain et je doute que quelqu'un sache tout sur la blockchain. Parce on va le voir tout à l'heure, il y a des blockchains, il y a plusieurs types de blockchain, etc. Et c'est assez vaste et assez vague comme terme et comme technologie. Donc on va plutôt s'attarder sur le principe, comprendre le fonctionnement, comprendre à quoi ça sert, comprendre pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que c'est la blockchain et en quoi on peut l'utiliser. Donc sans trop tarder, l'agenda il est ce qu'il est. On va commencer par un peu d'histoire. Donc là, on ne va pas aller directement sur la blockchain, mais on va plutôt parler d'Internet, comment ça a commencé, qu'est-ce qu'on se partage sur Internet, etc., pour venir derrière sur l'utilité de, pas la blockchain en elle-même, mais du Bitcoin, parce que bon, je pense que tout le monde ici sait que le Bitcoin est une des applications de la blockchain et que la blockchain est la technologie qui est utilisée dans le Bitcoin.
pour faire en sorte que ce soit une crypto-monnaie, etc. Bon, après, on va parler de la blockchain, comment ça marche, comment ça fonctionne. On ne va pas s'attarder sur les détails techniques, parce que bon, vu que l'audience est assez large et diversifiée, donc je vais rester dans les principes et dans comment ça marche, grosso modo. Après, on va surtout s'intéresser au cas d'usage et dans quel cas on peut utiliser la blockchain, pour quel secteur, autre que les crypto-monnaies, bien sûr, parce que je pense que tout le monde ici a compris le cas d'usage dédié aux crypto-monnaies. Et finalement, avant d'arriver à la conclusion, on va parler aussi des challenges et des risques de la blockchain. Donc, Internet. Donc, on a Internet, c'est ce qu'on a actuellement, jusqu'à 10-12 ans, on avait surtout une Internet de l'information. Donc, on s'échangeait surtout de l'information. Là, maintenant, on parle d'Internet de la valeur. Comment s'échanger de la valeur sur Internet. Et c'est là où est apparu Bitcoin. Donc, pour l'Internet, ce qu'on sait tous, ça a commencé il y a très longtemps, Internet, ça a commencé dans les années 60 avec le département de la défense américain qui ont lancé un ARPANET, c'était l'ancêtre de l'Internet, où ils pouvaient s'échanger des messages. Donc ça a commencé pour s'échanger des messages militaires, cryptés, etc. Après, il y a eu des avancées jusqu'à l'invention du web, du World Wide Web. Et c'est là où ça a vraiment été démocratisé, où il y a aussi eu des avancées d'un point de vue hardware pour les ordinateurs, etc. Donc, tout le monde pouvait avoir un ordinateur personnel à la maison. Et c'est dans les années 90 où ça a vraiment commencé avec le web d'un côté et la démocratisation des ordinateurs. Donc, ce qu'on pouvait faire sur Internet, c'est s'échanger des informations. Donc, s'échanger des messages. Plus tard, avec la bande passante qui augmentait, avec la puissance des machines, on pouvait faire du streaming, avec aussi l'évolution d'un point de vue cloud, stockage, etc. On pouvait faire du streaming, de la musique, des vidéos. Le web 2.0, c'est là où Internet est devenu un peu plus collaboratif, où les gens n'allaient pas sur des pages statiques, où on pouvait participer sur Internet en mettant du contenu, etc. Donc ça a commencé avant Facebook, mais là on a surtout les social media, etc. J'ai mis Zoom parce que tout le monde en parle maintenant et on est sur Zoom. Moi je travaille avec Zoom depuis quelques années déjà. Mais bon, on va dire qu'il y a énormément de monde qui connaît Zoom maintenant, grâce ou à cause de la période qu'on vit actuellement. Après, j'ai mis Amazon parce qu'il y a le e-commerce. Parce que il y a depuis des années maintenant qu'on achète des choses sur Internet. Et qui dit acheter des choses, dit s'échanger des valeurs, s'échanger de la valeur, s'échanger de la monnaie, trader, etc. Comment on le fait maintenant sur Internet? On le fait toujours grâce aux banques, grâce à des organisations comme PayPal, grâce à des organisations comme Stripe aussi. Et par rapport aux banques, on commence aussi à avoir des néobanques, donc Revolut, N26, etc. Donc, c'est des banques, mais qui sont en ligne, qui n'ont pas la même structure que les banques traditionnelles, pas la même complexité, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Mais en gros, avec ces acteurs-là, on ne transfère pas de la valeur, on transfère toujours de l'information. Moi, quand je vais sur Amazon, ce que je fais, c'est que je mets soit mon identifiant PayPal, soit ma carte de crédit, mon numéro de carte de crédit. Donc, c'est une information que j'envoie. Je l'envoie à PayPal, par exemple. PayPal va vérifier sa base de données, va dire « Ok, cette personne a des fonds sur son compte PayPal ou bien il a une carte valide associée à son compte PayPal. » Et du coup, je valide la transaction. Après, j'envoie une information à sa banque et sa banque envoie une autre information pour dire « Ok, c'est traité. » Et du coup, ils font le calcul dans leur base de données, etc. Donc, c'est toujours du transfert
d'information, pas vraiment de valeur, même si à la fin on transfère de l'argent, etc. Et 2008, il y a eu une personne ou un groupe de personnes, on sait pas trop, enfin on sait toujours pas qui c'est. Ils se font ou il se fait appeler Satoshi Nakamoto, qui est arrivé avec une idée d'avoir une monnaie digitale où on pouvait la transférer en peer-to-peer, c'est-à-dire pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de PayPal, pas besoin de banque, pas besoin de qui que ce soit pour la transférer. Et c'est là où on voit vraiment qu'il y a un transfert de valeur peer-to-peer, sans envoyer une autre information à un intermédiaire, etc. Et là, je vais juste poser une question rapidement. 2008, si vous pouvez juste me dire qu'est-ce qui s'est passé en 2008 aussi entre-temps, quel était le fait marquant, etc. Vous pouvez laisser un commentaire. S'il n'y a pas de commentaire, je vais répondre moi-même. Par contre, je ne vois pas les messages sur le chat. Alors, il y a Mohamed qui dit la crise Oui, mondiale, il y a la crise voilà, immobilière, il y a la la crise grande mondiale. crise des surprimes. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est en 2008, on a eu la crise mondiale qu'on connaît, la crise bancaire, Financière. monétaire, immobilière, subprime, financière, etc. On peut l'appeler comme on veut, mais là, c'est là où on a commencé à avoir un peu de doute sur le système financier actuel et sur comment les banques gèrent notre argent. Et c'est un peu ça le raisonnement qu'il y a eu derrière le papier blanc, la white paper qu'avait écrit Satoshi Nakamoto, c'est de dire que voilà, il y a un manque de confiance, on n'arrive plus à faire confiance aux banques, ils font n'importe quoi avec l'argent. Du coup, on va avoir une monnaie du peuple qu'on peut s'échanger entre nous sans avoir besoin d'intermédiaires. Donc, je veux juste préciser, moi personnellement, je n'ai rien contre les banques. Je pense ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais je pense qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Là, je vous dis juste la vision de Satoshi Nakamoto et ce qu'ils ont écrit dans leur white paper. Donc là, Bitcoin s'est changé en peer-to-peer. Comment ça marche vraiment? Parce que bon, c'est facile à dire, mais c'est un peu plus compliqué à faire. Parce qu'en fait, quand on envoie quelque chose sur Internet, normalement, on ne l'envoie pas, on crée des copies. C'est-à-dire, moi, j'envoie un fichier à M. Rossi, par exemple, je garde une copie et lui, il reçoit une autre copie qui est stockée sur son ordinateur ou elle est stockée dans le cloud, etc. Transférer de la valeur, ça ne devrait pas marcher comme ça. Moi, si je vous envoie 100 dirhams, je ne devrais plus l'avoir. Je ne vais pas copier les 100 dirhams et vous les envoyer. Donc, c'est là où il y a eu ce problème qu'il fallait résoudre. Comment transférer de l'argent en peer-to-peer, c'est-à-dire de Bruce Willis vers Samuel, sans que Bruce puisse renvoyer la même chose à Emma. Bon, j'ai pris ces acteurs parce que je les aime bien. Donc là, si moi j'ai un dirham, je l'envoie à quelqu'un et c'est tout ce que j'ai, je ne peux plus l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Donc, comment on le fait sur la blockchain? En fait, la blockchain, ça va être un registre. Ça va être un registre sous forme de bloc où dans chaque bloc, on met des transactions. Donc là, il y a transaction 1, 2, 3, 4, etc. Dans le deuxième bloc, on remet d'autres transactions. Là, on a 10 transactions par bloc, mais en vérité, c'est pas nécessairement 10. Il n'y a pas de nombre fixe, c'est plus par temps en fait. C'est chaque 10 minutes, chaque 20 secondes, suivant les blockchains, suivant la technologie utilisée. Donc chaque 10 minutes, dans le cas du Bitcoin, chaque 10 minutes, il y a un bloc qui est créé avec une liste de transactions. Et du coup, on l'appelle blockchain parce que c'est une chaîne de blocs. Donc ces blocs-là sont répartis dans le temps. Donc il y a le premier bloc, après il y a le deuxième, après il y a le troisième, après il y a le quatrième. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut
tracer le contenu des blocs ou ce qu'on partage, ce qu'on envoie dans ces blocs. Donc, imaginons, moi, j'ai un dirham, je l'envoie dans le bloc 1, dans la transaction 4, vers quelqu'un, et cette personne, dans le bloc 2, elle va l'envoyer vers notre personne, personne C, on va dire, et ça va être dans cette transaction-là, et après, ça va être dans la transaction 10. Donc, on peut tracer 1 euro ou 1 dirham si on vérifie un peu tout l'acheminement de la blockchain. Et c'est comme ça qu'on peut voir un peu, qu'on peut avoir cette traçabilité, qu'on peut vérifier si moi j'ai encore ce dirham ou pas. Donc, si on est au bloc 4, on peut tracer toutes les transactions et derrière, avec des simples calculs de soustraction ou d'addition, on peut voir si moi j'ai encore un dirham ou pas, ou si j'en ai plus, si quelqu'un d'autre m'a envoyé de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est apparu avec le Bitcoin, mais on peut tracer quasiment n'importe quoi. On peut tracer, par exemple, dans des blocs, on peut mettre l'ownership, ça veut dire la propriété d'une montre de luxe, par exemple, ou d'un immeuble, etc., ou d'une maison. Donc, on va le voir un peu plus tard, mais pas en détail, mais c'est grâce à la cryptographie, etc. Donc, on peut vérifier des choses sans vraiment mettre tous les détails dessus. Donc, moi, je peux avoir quelque chose qui certifie que cette montre est à moi. Et du coup, si je la vends à quelqu'un, je peux la lui transférer sur la blockchain. Et dans ce cas-là, il a une preuve que c'est bien à lui. On peut faire pareil pour tracer des produits. Ça peut être du café, des médicaments, des voitures, etc. On peut aussi l'utiliser pour tracer des modifications dans un document. Donc, on va voir dans les cas d'usage un peu plus pourquoi on aimerait les tracer, parce que il y a des cas où on peut juste utiliser une base de données, mettre l'information dessus, etc. Et il n'y a pas vraiment réellement besoin d'avoir la blockchain. Mais on va voir un peu les cas d'usage un peu plus tard. Donc, grosso modo, donc là, on a la blockchain, on a des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds. Donc, chaque nœud contient une copie de la blockchain. Et du coup, quand il y a un nouveau bloc qui est généré, ce bloc, il est partagé, il se répand un peu sur tous ces nœuds. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est décentralisé. Tous les nœuds ont la même information. Et du coup, si moi, par exemple, j'ai ce nœud-là, mais j'ai envie de le mettre sous tension parce que j'ai une maintenance ou j'ai plus envie de faire partie de ce réseau-là, je peux le faire, mais le réseau continuera à marcher. Là, en plus, il n'y a pas énormément de nœuds. Donc, si je coupe celui-là, il y a toujours d'autres qui sont reliés entre eux. Mais en réalité, il y a encore beaucoup plus de nœuds que ça. Donc, c'est encore beaucoup plus compliqué de couper le réseau en coupant 1, 2, 3, 4 nœuds, etc. Donc, deuxième point, c'est que c'est sécurisé par des mécanismes de cryptographie. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va être trop technique et je ne sais pas si l'audience est intéressée. Je pourrais partager à la fin parce que j'avais déjà fait un webinaire en anglais où j'entrais un peu plus dans les détails parce que l'audience était différente et je savais qu'ils étaient plus techniques. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais je suis désolé, j'ai fait des hypothèses et du coup, j'ai coupé un peu sur cette partie-là. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez juste me contacter et je vous enverrai le lien. Et finalement, ça utilise un peu la théorie du jeu pour motiver les participants. Parce que moi, je fais partie d'un nœud, je fais partie d'un réseau blockchain. Pourquoi je veux faire partie de ce nœud-là? Pourquoi je veux utiliser mon ordinateur ou mon serveur pour participer à ce réseau-là? Donc là, il y a la théorie du jeu. Il y a c'est là où on voit un peu vous avez sûrement entendu parler des mineurs. Donc ce sont ces acteurs-là qui font partie d'un réseau blockchain et qui font en sorte de résoudre des puzzles ou des énigmes cryptographiques très compliquées. Et en échange, ils récupèrent une fraction de Bitcoin, etc. Donc, ils gagnent de l'argent en faisant ça. Et ils n'ont pas intérêt à falsifier les blocs ou à falsifier les transactions, parce que
premièrement, techniquement, c'est très difficile. Et deuxièmement, ils peuvent facilement être punis pour ce genre de choses. Donc voilà, après là, je vais parler de deux concepts rapidement. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, ça va être dans l'autre webinaire. Donc le premier, c'est les protocoles de consensus. On avait parlé de théorie des jeux, du jeu. Donc Proof of Work, qui est le plus utilisé des protocoles de consensus, c'est celui qui fait en sorte que les mineurs doivent résoudre des énigmes très très compliquées. Donc c'est un processus, c'est un mécanisme qui fait en sorte qu'il faut mettre en place une puissance de calcul pour résoudre ces énigmes et pour valider les blocs. Donc le but du protocole, c'est vraiment de valider un bloc avant de le mettre sur la blockchain, avant de l'additionner, avant de l'ajouter à la blockchain. Donc grosso modo, c'est ça. Après, en pratique, vous pouvez voir un peu plus si vous êtes intéressé dans l'autre webinaire. Mais grosso modo, c'est ça. Après, il y a d'autres mécanismes de consensus. Pourquoi on essaie d'en trouver d'autres? Parce que Proof of Work, il a ses avantages, mais il a surtout ses inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est très, très consommateur. C'est pour ça qu'on parle aussi, vous en avez sûrement entendu parler aussi, le Bitcoin, ça consomme énormément d'énergie. Parce qu'il y a énormément de mineurs qui gaspillent de l'énergie, parce qu'en fait, quand il y a un mineur qui résout l'énigme, en parallèle, il y a 1000 autres mineurs qui ont essayé de résoudre cette énigme aussi. Et ils ont utilisé énormément d'énergie, qui n'a servi à rien finalement. Donc, après, ça sera peut-être leur tour pour l'autre bloc, mais voilà. Donc, il y a pas mal de pertes d'énergie dans le Proof of Work. Les autres protocoles, les autres mécanismes sont un peu moins consommateurs, mais bon, après, ils ont aussi leurs avantages et leurs inconvénients. Il y en a qui ne peuvent pas être utilisés dans des blockchains publiques, c'est-à-dire ouvertes à tout le monde. Et on va voir un peu la différence tout à l'heure, pour comparer qu'est-ce qu'une blockchain publique et qu'est-ce qu'une blockchain privée. Donc voilà, donc ça c'était pour les mécanismes de consensus. Le deuxième concept, c'est le concept de smart contract. Smart contract, tout simplement, c'est pas un contrat d'abord, c'est juste un bout de code qui est exécuté dans la blockchain, sur la blockchain, sur des nœuds de la blockchain. Donc, en gros, c'est du code décentralisé. C'est au lieu d'avoir votre propre application qui tourne sur un serveur, vous avez des smart contracts qui tournent sur toute la blockchain. Donc, ça devient décentralisé et ça permet de créer ce qu'on appelle des decentralized apps. Donc, c'est des decentralized applications. Là, un exemple. J'ai pris un exemple tout simple. Bon, après, il peut avoir des lacunes, il peut ne pas marcher, mais c'est juste pour essayer d'expliquer un peu le concept. Donc, moi, je suis un client, je veux avoir un contrat avec un développeur pour créer un site web ou une application, etc. Je transfère l'argent, mais elle n'est pas transférée directement à cette personne. Donc, si on veut faire du peer-to-peer, et ne pas passer par Fiverr ou par je sais pas quelle autre plateforme de freelance qui elle va être centralisée et va avoir où vous allez payer des frais, etc. Si on veut l'avoir en peer-to-peer, où on se met juste d'accord, moi et le développeur, je peux transférer les fonds vers le smart contract, donc ça ne va pas être transféré directement vers le développeur. On va se mettre d'accord sur des critères de sortie, sur quelle est la définition du travail fait, quand est-ce qu'on va se dire que le site web est fait, est-ce que moi je m'attends à avoir 3 pages, tel ou tel visuel, etc. Et du coup, quand ces critères vont être atteints, on va déclencher le paiement. Donc, moi et le développeur, on va se mettre d'accord pour dire ok, c'est bon, on peut transférer les fonds. On peut le faire aussi graduellement, on peut dire ok, le smart contract va se transférer 20% vers le développeur au début, 50% quand le travail est fait et le reste quand tous les bugs vont être corrigés par exemple.
Donc, c'est un peu ça. Tout est automatisé. On n'a pas besoin de passer par une plateforme centralisée. On n'a pas besoin de payer des frais pour la plateforme centralisée. Donc, voilà. J'espère que c'est clair pour le smart contract. Je vais juste voir s'il y a des questions. Je sais pas, par contre, je ne sais pas si vous préférez que je fasse les questions à la fin ou si c'est Driss ou si Rossi, comme je veux. C'est à vous de voir, c'est D'accord. Khalid. Moi, de toute façon, j'ai une question ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Sur question-réponse. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est pertinent sur d'y Zoom, répondre oui, maintenant, si vous souhaitez la laisser plus tard. Je peux y répondre maintenant parce que c'est au sujet du Bitcoin et je ne vais Sur pas parler de Facebook, à ce Bitcoin stade-là, après. on n'a pas de questions. D'accord. Ouais. Ok, je vais répondre à la question de Madame Malika. Je vais la relire pour les gens de Facebook parce que je pense qu'ils ne l'ont pas. Donc, Comme vous le voulez. Madame Malika demande, s'il vous plaît, est-ce que chaque Bitcoin a un identifiant ou un numéro de série ou bien on s'intéresse juste à la somme sur son compte? Très, très bonne question. Mais en fait, non. Chaque Bitcoin n'a pas d'identifiant. En fait, on s'intéresse à la somme. Ouais, on s'intéresse juste à la somme. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un bloc, un premier bloc. C'est le tout premier bloc qui est créé. En fait, il est créé avec, je vais dire une bêtise, 1 million de Bitcoin. Donc, on sait qu'il y a 1 million de Bitcoin sur le réseau. Et après, les prochains blocs, ils vont faire en sorte de se partager ces Bitcoins-là vers d'autres personnes. Et du coup, on ne va pas suivre un Bitcoin par Bitcoin, on va juste suivre la somme de ce qu'a la personne. Par contre, il y a ce qu'on appelle des, je ne connais pas du tout le nom français, ce qu'on appelle des non-fungible tokens. Et là, on peut mettre dans la blockchain des choses qu'on peut tracer. C'est-à-dire, si on a une voiture, on a son numéro de série, on a son identifiant, on le met sur la blockchain et on suit cette voiture. On ne va pas suivre la somme des voitures parce que là, du coup, ça n'aura pas beaucoup de sens. Mais dans ce cas-là, on va suivre cette voiture. On va faire pareil pour l'immobilier. On va faire pareil pour des trucs tout bêtes. Je ne sais pas si vous avez entendu, s'il y en a qui ont entendu parler des CryptoKitties. En fait, c'est un jeu sur la blockchain Ethereum qui fait que vous collectez des chatons sur la blockchain. Et dans ce cas-là, chaque chaton est un token non-fungible token. Donc, il est unique, il est sur la blockchain. Et là, du coup, on ne s'intéresse pas à la somme, on s'intéresse juste à ce token-là. Donc, voilà. Donc, on peut faire les deux sur la blockchain, mais dans le cas du Bitcoin, c'est uniquement la somme. Et là, du coup, je pense que je vais laisser les autres questions vers la fin. Comme ça, on essaie de voir par rapport à l'avancement de la présentation. Donc, quand utiliser la blockchain, quand l'utiliser, il faut d'abord connaître ses caractéristiques. Donc là, on a vu que c'est décentralisé. C'est quand on veut décentraliser une information et ne pas avoir une entité centralisée qui collecte toutes les informations. C'est traçable. Quand on va voir toute la blockchain, on peut tracer les transactions, etc. et voir un peu tout l'historique, parce qu'en fait, chaque transaction est aussi horodatée. Donc, il y a un timestamp, il y a un horodatage pour chaque transaction. Transparent dans le sens où, dans le cas d'une blockchain publique, dans le sens où tout est transparent sur la blockchain. Par contre, on ne met pas de données personnelles sur la blockchain. Donc, là, en Europe, par exemple, il y a énormément les gens s'intéressent énormément à la RGDP, RGPD et à la protection des données. On ne met pas de données personnelles sur la blockchain. Ça, c'est du b.a.-ba en fait. Il faut jamais mettre des données personnelles sur la blockchain parce que du coup, tout est transparent et tout le monde peut accéder à ces informations-là. Et sécurisé dans le sens où on peut difficilement
très, très difficilement même changer ce qui a été déjà partagé sur la blockchain. Quand je dis très difficilement, c'est pas impossible, mais on va dire que pour le Bitcoin, par exemple, il faut énormément de puissance de calcul pour pirater le réseau. En fait, il faut détenir 51% de la puissance de calcul de tous les mineurs réunis. Et c'est juste pas possible, en fait. Parce qu'il y a énormément de mineurs, il y a énormément de grosses usines de minage, etc., de fermes de minage, comme on les appelle. Et du coup, c'est juste pas possible de pouvoir mettre en place une telle puissance de calcul pour pirater ça. Donc voilà, et j'en parlais avant, donc blockchain public, privé. Donc Bitcoin, c'est public. Ethereum, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et j'ai oublié de le mentionner, c'est la blockchain qui avait introduit les smart contracts. C'est la première blockchain qui permet de développer des smart contracts dessus. Bitcoin ne peut pas le faire, mais c'est aussi un réseau public, c'est aussi une blockchain publique. Blockchain privée peut être intéressante dans le cas où, pour des entreprises par exemple, si on a des consortiums, si on a des partenariats, on va le voir tout à l'heure dans le cas de la supply chain, parce qu'il y a énormément d'acteurs et c'est en général que des entreprises. Ils peuvent créer un consortium et avoir leur propre blockchain. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, personne lambda, je ne pourrais pas y accéder parce que de un, je n'ai pas intérêt, ça ne m'intéresse pas. Et de deux, c'est plus sécurisé pour eux. Et dans un réseau privé, ils ont un peu plus de flexibilité par rapport au protocole de consensus, qu'ils peuvent utiliser. Donc, ils peuvent utiliser des protocoles moins sécurisés, mais assez sécurisés pour ce qu'ils veulent faire, mais qui permettent aussi une rapidité dans les transactions beaucoup plus rapide que le Bitcoin, par exemple. Donc là, on va passer à des cas d'usage. Donc, la première application, les premières applications de la blockchain, c'est en grande partie la finance, pour la finance. Donc on l'a vu, c'est même la première application avec le Bitcoin. Là, on l'utilise pour les actifs numériques. Donc on parle de tokenisation. Donc on tokenise un peu n'importe quel actif. On peut tokeniser, comme je disais tout à l'heure, un immeuble, une propriété, des produits, quoi d'autre, n'importe quoi en fait. On peut même tokeniser des athlètes, des célébrités, etc. Donc ça devient un peu tout et n'importe quoi, mais il y a des cas d'usage pour tous ces des applications pour tous ces cas d'usage. Donc on peut aussi l'utiliser pour du crowdlending ou crowdfunding, et il y a eu énormément de startups qui ont été crowdfundées. J'ai perdu le nom en français, pardon. En tout cas, ça se comprend. Donc, qui ont été comment dire, qui ont reçu de l'argent des gens, financés, pardon, oui, financés par des gens qui ont acheté leurs tokens, qui ont du coup financé l'application, financé la plateforme. On peut l'utiliser pour le transfert de fonds, ce qu'on appelle remittances. C'est un peu ce qu'on fait avec Western Union, etc. Donc, avec la blockchain, ça permet de vraiment réduire les coûts, réduire les coûts de l'intermédiaire, mais aussi du taux de change. C'est-à-dire qu'on on n'a plus besoin de changer la monnaie, on a juste besoin de transférer une crypto-monnaie, ou alors si ce n'est pas de la crypto-monnaie, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies, mais qui sont indexées sur le cours de l'euro, par exemple, ou du dollar. On peut utiliser pour des monnaies complémentaires, ce qu'on appelle des
des monnaies communautaires ou complémentaires. Donc, ce n'est pas très courant au Maroc, ce n'est pas très courant en France non plus, mais c'est assez utilisé j'en connais aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. En Afrique, il y en a pas mal aussi, au Kenya, etc. Kenya et l'Afrique du Sud. Donc, c'est des monnaies qu'on utilise au sein de la communauté. Donc, ce n'est pas de la monnaie nationale, mais au sein d'une communauté, on se met d'accord pour utiliser une telle monnaie, pour s'échanger des services, du bien. Après, il y a les magasins locaux qui vont accepter cette monnaie aussi, etc. Donc, ça devient une économie, une économie secondaire, on va dire. Après, il y a gestion des investissements. Donc, il y a la partie crowdfunding, mais il y a aussi la partie comment gérer les investissements, comment gérer les parts, les actions d'une entreprise. Donc, on peut tokeniser une entreprise et acheter, vendre, etc., les parts, les actions dans la blockchain. Le dernier cas, et c'est le cas que je voulais voir un peu plus en détail, donc l'assurance, et dans un cas précis des assurances pour le retard des vols. Parce que là, il y a eu une application qui a été lancée par AXA, il me semble, qui l'ont arrêtée, mais pour des raisons qui ne sont pas techniques, mais plutôt ils n'ont pas pu se mettre d'accord avec toutes les compagnies aériennes. Mais en gros, ce qui se passe maintenant, c'est que quand on a un retard d'avion, il faut d'abord faire une réclamation, l'envoyer. Après, l'assurance, elle va vérifier avec la compagnie aérienne, elle va vérifier avec l'aéroport, elle va faire toutes ces vérifications-là. Et après, derrière, revenir vers vous pour dire non, en fait, c'était pas ça, la compagnie aérienne n'a pas confirmé ou que ce soit. Donc, c'est une perte de temps pour vous, pour eux, et finalement, personne ne gagne parce qu'ils perdent du temps, vous gagnez pas, vous récupérez pas votre argent, etc. Ce qu'ils avaient mis en place, ils se sont mis d'accord avec les compagnies aériennes et avec d'autres assurances pour mettre en place un peu dans la blockchain, sur Ethereum, sur la blockchain d'Ethereum, ils se partagent les informations. Donc, s'il y a un retard d'un vol de plus de 2 heures, ils vérifient tout simplement la liste des passagers, ils vérifient si l'un des passagers a souscrit à cette assurance. Du coup, toutes les informations sont vérifiées. Donc, s'il y a un retard, il y a un retard. Il est sur la blockchain, soit l'aéroport, soit la compagnie aérienne l'a mis sur la blockchain. Donc, c'est prouvé. Et du coup, l'assurance, elle va directement payer. Donc, vous allez me dire, ouais, mais quel intérêt elles ont? Elles perdent beaucoup moins d'argent à traiter les réclamations. Elles perdent beaucoup moins de temps et d'argent à traiter les réclamations. Et les compagnies aériennes, parfois, elles préfèrent payer pour ce genre de petite assurance que de perdre du temps et passer pas mal de temps à traiter les réclamations, etc. Donc voilà, donc ça c'était un cas d'usage pour la partie finance, assurance. Le deuxième secteur, on va dire, d'application, c'est tout ce qui est données privées et authentification. L'un des cas d'usage que j'aime beaucoup et dont m'intéresse pas mal, c'est l'identité numérique. Je ne sais pas si vous devez sûrement connaître. Nous, en ce moment, tout le monde a une identité numérique. Donc, on a bien sûr notre identité, on a notre passeport, on a notre carte d'identité nationale, on a notre permis de conduire. L'identité numérique, c'est ce qu'on va voir sur Facebook, par exemple. C'est une identité numérique. Officiellement, elle n'est pas utilisée, elle n'a pas de valeur, mais c'est quand même une identité numérique. Je vais revenir vers ça un peu dans le prochain slide. Donc, je disais tout à l'heure, on pouvait tracer les propriétés, l'immobilier, produits de luxe, etc. Donc, on pouvait authentifier un bien sur la blockchain et authentifier qu'il m'appartient à moi. Donc, en utilisant bien sûr mon identité numérique et l'identité de ce bien-là, on peut les associer et les mettre dans la blockchain et ça prouve du coup que je suis le propriétaire en ce moment de ce bien-là. On peut utiliser la même chose pour les diplômes.
Du coup, là, il y aura un peu moins de fraude et de mensonges, on va dire, sur les diplômes, parce que ça sera beaucoup plus facile d'authentifier un diplôme ou un certificat si les universités le mettaient sur la blockchain, sans mettre les données personnelles, bien sûr, mais juste avoir un moyen de vérifier que moi, Khalid Beriti, j'ai un diplôme de telle ou telle université, sans qu'ils mettent en ligne toutes mes informations personnelles, mais je vais juste donner mon identifiant à mon recruteur, par exemple, et il va pouvoir aller vérifier que ce que je lui ai dit est véridique. Et là, la conséquence, on va dire, c'est le data ownership. C'est que mes informations, mes données personnelles m'appartiennent. Donc, moi, je peux avoir mes données à moi et décider derrière à qui je veux les donner. Donc, j'aurai ma clé publique, clé privée, et je pourrais donner telle ou telle information à telle ou telle organisation ou compagnie, plateforme, etc. Donc, pour revenir à l'identité numérique, donc, il y a ce qu'on appelle les self-sovereign identity. Donc, en fait, c'est comment faire pour avoir une identité numérique et en même temps vérifié, authentifié par les gouvernements, par les sociétés, par les compagnies, etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'il va y avoir une plateforme, donc il va y avoir des organisations qui vont me donner une identité. Donc là, par exemple, l'administration va me donner mon passeport, mon permis de conduire, etc. Moi, du coup, je vais recevoir, je vais le contresigner avec ce qu'on appelle le DID, c'est le Decentralized ID. Donc, c'est juste une longue chaîne de chiffres et de lettres, etc. Mais ça m'appartient à moi, ça m'identifie. Du coup, je le signe et du coup, dans la blockchain, j'aurai la preuve que que ce que je donne, donc si moi je dis je m'appelle Khalid Beriti, et que je donne mon DID, la personne va vérifier qu'avec ce nom-là et avec mon DID, la réponse est correcte. C'est que c'est vérifié, sans avoir mon nom et mon prénom sur la blockchain. Donc ça, c'est vraiment... Moi, par exemple, je suis fan de ça et j'aimerais beaucoup voir implémenter rapidement. Parce que dans le futur, les conséquences qu'on va avoir dans le futur, c'est que tout simplement, on va plus avoir besoin d'avoir notre passeport ou notre carte d'identité avec nous. On va avoir notre identité. On peut aller à l'aéroport sans avoir notre passeport avec nous. On a juste notre DID et on va juste le donner à la personne, au douanier ou à la personne qui sera à l'aéroport. Et elle peut vérifier rapidement sur la blockchain que c'est bien moi et que je n'ai pas falsifié, etc. Donc voilà, donc ça c'est l'un des... on peut l'utiliser derrière pour le vote aussi, pour le vote en ligne, etc. Donc il y a énormément de cas d'usage qui peuvent découler un peu des données, de l'identité numérique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est l'une des applications les plus importantes. Et d'ailleurs, il y a énormément de compagnies, de consortiums qui travaillent dessus pour essayer aussi de réglementer un peu et de standardiser un peu le truc. Parce que derrière, s'il y a énormément de compagnies qui travaillent dessus, mais qui n'arrivent pas à s'entendre, à s'écouter, à travailler ensemble, on aura plein de standards qui ne vont pas être interopérationnels. Donc voilà. Troisième application, c'est dans la supply chain. Je pense que là, c'est super facile à comprendre parce que on parle de tracer des produits, on parle d'horodater, on parle d'automatisation de process. Donc, tout ça peut se faire avec la blockchain. Pas que. Bien sûr, on aura toujours besoin d'autres technologies. On a besoin de l'IoT, par exemple, pour avoir des sensors, des capteurs sur des produits, pour vérifier qu'ils sont bien passés par ce port, etc. Ou je sais pas quoi. On aura probablement besoin du machine learning pour vérifier rapidement, scanner des choses et vérifier un peu le contenu, etc. Donc, mais la blockchain peut avoir un rôle à jouer pour tracer et surtout
améliorer les processus de la supply chain. Parce que je ne sais pas combien d'entre vous travaillent dans la supply chain, mais ça peut devenir super compliqué et super. Là, enfin, on a tous des produits, on n'a aucune idée d'où ils viennent, les composants, etc. Donc, peut-être qu'avec la blockchain, on aura aussi plus de transparence. Du coup, ça facilitera un peu nos décisions d'achat. Enfin, si on se soucie bien sûr de la provenance des produits qu'on achète, si on veut être sûr que ça n'a pas été, je sais pas moi, fabriqué par des enfants en Chine, si ça n'a pas utilisé des minéraux de pays en conflit ou de territoires en conflit, etc. Donc ça peut être très intéressant aussi pour les consommateurs pour devenir un peu plus responsables dans les achats qu'on fait. Donc là, en gros, c'est ça. Là, on est en pleine période de crise sanitaire, donc on peut utiliser la blockchain. Il y a des projets qui s'intéressent pour tracer les médicaments, par exemple, depuis la recherche, la production, le stockage, le transport, etc., jusqu'au patient, même si on veut. Donc, n'importe quelle transaction, n'importe quelle étape va être ajoutée sur la blockchain et du coup, on peut tracer toute la chaîne. Dernier cas, et je vais passer rapidement dessus. Donc, bon, là, je vais pas vous dire que la blockchain va sauver le monde, mais je suis juste en train de vous citer un peu les applications sur lesquelles on a travaillé un peu et sur lesquelles qu'on voit un peu en parlant avec pas mal d'acteurs qui utilisent la blockchain. Donc, le changement climatique, on peut utiliser la blockchain par exemple pour tracer les émissions carbone, mais aussi pour faire du trading d'énergie renouvelable. Donc, il y a ce qu'on appelle les smart grids. Donc, on peut avoir des smart grids du coup, qui sont interconnectés à la blockchain et on peut vérifier un peu les consommations et les échanges aussi pour chaque foyer. Parce qu'il y a des foyers qui peuvent, par exemple, implémenter des panneaux photovoltaïques, qui peuvent produire de l'énergie et qui peuvent ne pas consommer toute l'énergie qu'ils produisent. Donc, ils peuvent la mettre dans ce smart grid-là et grâce à la blockchain et au smart contract, on peut automatiquement s'échanger et vendre, récupérer des tokens, par exemple, si on donne de l'énergie à un autre foyer. Donc voilà, donc il y a pas mal de projets qui travaillent dessus. Il y en a qui sont en production, mais plutôt dans des pays un peu plus petits. Je sais qu'en France, Engie travaille énormément, Engie qui est l'un des plus grands fournisseurs d'énergie, donc travaille énormément avec la blockchain. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui travaillent dessus aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour les applications. Là, je vais passer rapidement sur les limitations et challenges. Donc, les limitations et challenges, les premières, c'est on a ce qu'on appelle le dilemme triangulaire, on va dire. C'est que pour le moment, quand on choisit une solution blockchain, on a souvent besoin de faire un choix. C'est soit c'est vraiment décentralisé et sécurisé, soit c'est sécurisé, scalabilité, ça veut dire qu'on peut avoir énormément de transactions dessus, c'est qu'on peut scaler, c'est qu'on peut, si on a 1 million d'utilisateurs, ils peuvent tous faire des transactions tout le temps. Et soit décentralisé et scalé, mais du coup, c'est pas très sécurisé. Bon, là, c'est la pire des options, parce que une blockchain qui n'est pas sécurisée, je ne sais pas ce qu'on pourrait en faire. Donc voilà, donc là, il y a juste quelques cas. Mais le Bitcoin, c'est très décentralisé, très sécurisé, mais c'est pas très ça scale pas très bien, parce qu'on ne peut pas dépasser... je ne me rappelle plus par contre, mais voilà, il y a quelques 7 transactions par seconde, qui n'est pas énorme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bitcoin n'est pas utilisé comme monnaie de paiement. Il est plus maintenant utilisé comme actif financier. On le garde. Les gens tradent avec, les gens spéculent surtout.
Donc voilà. Ethereum, il scale un peu plus, il permet plus de transactions par seconde. Surtout quand ils vont changer leur mécanisme de consensus. Donc ils vont être un peu moins décentralisés, enfin toujours sécurisés, mais ils vont être un peu moins décentralisés, mais ça va scaler un peu plus. Hyperledger, qui est une blockchain privée, donc c'est purement pour les entreprises. Donc là, du coup, c'est pas décentralisé du tout, mais c'est assez sécurisé parce que bon, ça reste privé et ça scale plutôt bien. Donc ça permet pas mal de transactions par seconde. Les autres limitations que je note moi par rapport à mon expérience, donc on en parlait tout à l'heure donc avec l'identité numérique, mais en gros il y a un problème d'interopérabilité en ce moment sur la blockchain. C'est-à-dire que si j'ai une application qui tourne sur Ethereum, ça va être compliqué de la faire travailler avec une application qui tourne sur une autre blockchain, sur Hyperledger. Enfin, sur Hyperledger, c'est possible maintenant parce qu'ils ont travaillé ensemble finalement, mais sur Bitcoin, par exemple, là, c'est pas du tout, c'est presque pas possible. Il y a la qualité des données. Par là, je veux dire, la blockchain permet d'assurer que les données ne sont pas falsifiées, ne vont pas changer. Par contre, elle n'assure pas la qualité des données. C'est-à-dire, si moi je mets une donnée erronée, elle va rester erronée toute sa vie sur la blockchain. Donc, il faut vraiment faire un travail sur les processus d'input pour être sûr que les données qu'on met sur la blockchain sont correctes. Après, on peut toujours corriger dans le prochain bloc, mais ça va rester dans les blocs ultérieurs. Donc, on ne va pas pouvoir revenir en arrière et corriger. Et finalement, l'expérience utilisateur, parce que on parlait, nous on s'intéresse énormément au design thinking et au design en général et à l'expérience utilisateur. Ce qu'on essaie de combattre en quelque sorte, c'est un peu les fans de blockchain qui veulent ramener leur façon de penser et leur façon de voir les choses aux utilisateurs. Et dans ce cas-là, ils font aucun effort pour s'adapter aux utilisateurs, ils font leurs trucs techniques, etc. Ils mettent des trucs super compliqués avec des clés privées, clés publiques, et ils s'attendent à ce que l'utilisateur comprenne tout ça et à ce qu'il utilise comme eux l'utilisent. Et là, il y a un gros travail dessus à faire. On essaie de le faire à notre échelle comme on peut, mais voilà, il y a un gros travail à faire sur tout l'écosystème blockchain par rapport à ça. En conclusion, avant de passer aux questions-réponses, donc voilà, la blockchain est en gros une technologie qui ajoute de la confiance, c'est-à-dire, on a confiance aux informations qui sont sur la blockchain, pas dans le sens où on est sûr que c'est correct, mais on est sûr que quelqu'un a mis cette transaction sur la blockchain, que cette personne l'a signée, c'est-à-dire qu'on peut trouver qui l'a signé. On peut facilement vérifier qui a fait ça. Après, l'information en elle-même peut ne pas être correcte, mais on sait qui l'a mise. Et on sait que personne ne l'a modifiée entre-temps. Donc, c'est ce que je veux dire par une technologie ou une couche qui ajoute de la confiance dans nos applications. Ça a un énorme potentiel. Donc là, j'avais listé un peu quelques cas d'usage et quelques applications, mais il y en a énormément d'autres. Et je ne pourrais pas les énumérer toutes en une heure. Mais ce n'est pas non plus une solution magique, parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain il y a très longtemps, mais j'ai vraiment commencé à travailler dessus en 2017, là où il y a eu un peu la hype et tout ce qui s'en essuie avec les cours de Bitcoin, etc., qui sont montés. Et là, tout le monde voulait avoir son application blockchain pour n'importe quoi. Et donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord penser à votre problème, voir si la blockchain peut apporter quelque chose, a une valeur ajoutée, et derrière vérifier, voir comment l'implémenter, comment utiliser la blockchain pour votre application ou votre solution. Troisième point, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ne pas oublier le point de vue de vos utilisateurs, ne pas parachuter
la blockchain avec toute sa complexité technique, etc., aux utilisateurs et vraiment s'assurer que votre solution est toujours facile à utiliser, etc. Et dernier point, c'est pas uniquement de mon point de vue, et j'ai participé à pas mal de conférences et séminaires et tout le monde est d'accord sur ça. Techniquement, on peut faire pas mal de choses avec la blockchain. Le problème est parfois humain, et souvent même humain. On n'arrive pas à se mettre d'accord, à mettre d'accord tous les acteurs sur tel ou tel protocole. Pour la supply chain, par exemple, ce qu'il nous faudrait, c'est un peu une supply chain mondiale, ou alors assurer l'interopérabilité entre les supply chains. Ça, on en est encore loin. Donc, ce qu'on a en ce moment, c'est des pilotes sur la supply chain qui utilisent la blockchain, mais qui sont assez limités parce que souvent, c'est des pilotes avec 10, 15 partenaires, etc. Mais du coup, ils ne peuvent pas être déployés partout. Donc voilà, donc c'est un peu ma conclusion. Et là, je viens à la fin de ma présentation. Et du coup, si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses. Merci beaucoup, aussi Khalid. Merci beaucoup pour ce résumé, cette introduction blockchain, résumé très succinct. Il y a pas mal de réactions ici. Il y a déjà Samir Qassimi qui souhaite la parole. Samir, vous avez le micro là. Allô, Samir? En attendant qu'il active son micro, il a posé une question. Il souhaitait avoir des exemples sur smart contract. Il y a aussi une question. Je vais vous donner peut-être deux questions comme ça qui sont similaires. Oui. Comme ça, vous aurez le temps de répondre peut-être en même temps. Il y a une question de Mickey. Pourrait-on savoir, s'il vous plaît, des cas d'utilisation de smart contract autres que informatique, dont la finance, par exemple, ou le commerce? J'imagine que ça a été déjà donné des exemples. Bon, s'il y a d'autres commentaires à faire. Je vous laisse déjà réagir par rapport à ces deux commentaires et on prend d'autres. Par rapport aux exemples de smart contract, je parlais tout à l'heure du crowdfunding ou crowdlending aussi, c'est-à-dire du prêt collectif. Ce qu'on a et sur ce quoi j'ai travaillé aussi, c'est il y avait une application qui faisait du prêt collectif. Ce qu'on avait fait avec des smart contracts, c'est que par exemple, une personne a besoin de, je sais pas moi, 10 000 euros. Elle va récupérer 10 000 euros uniquement si les gens prêtent 10 000 euros. Donc, je peux avoir 10, 15, 20 prêteurs qui vont donner de l'argent, qui vont du coup l'envoyer, et ça va être envoyé vers un smart contract. Donc, le smart contract, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accumuler cet argent-là et ne va l'envoyer vers la personne qui demande le prêt que quand le seuil de 15 000 euros est atteint, par exemple. Donc, c'est là où on l'envoie. Et ça, c'est un smart contract. C'est très simple, un smart contract. On ne met pas du code très, très compliqué parce qu'il ne faut pas non plus oublier que c'est décentralisé, ça s'exécute sur des nœuds. Et ça consomme aussi de l'argent. Donc, il y a des coûts pour les transactions des smart contracts très minimes. Mais si on commence à mettre des choses très compliquées dans un smart contract, ça peut coûter de l'argent aussi à l'application. Donc là, pour le moment, ça coûte moins cher que si on avait, je sais pas moi, une inscription à Amazon Web Service ou quoi que ce soit. Donc, on a ces smart contracts, ces codes qui tournent sur la blockchain et qui ne coûtent pas énormément, mais on ne peut pas non plus mettre du code très, très compliqué. Donc, c'est juste des vérifications comme ça sur des données en entrée ou en sortie pour derrière vérifier si on peut faire une transaction ou pas. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça... En fait, je peux intervenir. Oui, c'est Khalid. Donc, en fait, merci déjà pour votre réponse et votre présentation. Alors, est-ce qu'il y a des prestataires au Maroc pour mettre en place ce genre de choses, donc ce genre d'application? C'est ça aussi la continuité, parce que ça offre effectivement des possibilités énormes. Et donc, on a besoin, comme vous l'avez dit, de ce tiers de confiance. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, donc j'ai
je prends cet exemple de crowdfunding ou crowdlending, je veux le mettre en place. Donc, j'ai une plateforme, j'ai une offre à mettre sur le marché. Comment est-ce que je peux mettre tout ça en place et que ça fasse autorité. Donc, D'accord. Ah, pour les acteurs au Maroc, je ne sais pas du tout. Je suis désolé parce que j'ai pas fait de. Enfin, nous, on est basé à Paris, en France. Du coup, je connais pas trop ce qu'il y a au Maroc d'un point de vue. Enfin, j'ai pas mal d'amis et de collègues marocains qui s'intéressent à la blockchain, mais je sais pas s'ils ont ce genre de service. Après, moi, j'ai envie de dire, le monde est global maintenant. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter et on essaie de discuter par rapport aux besoins, etc. Donc, nous, on est basé en France, mais on ne se limite pas au marché français. Pour être franc, on a eu en 2 ans un client français. Le reste se fait en Europe et même en Afrique parfois. Donc voilà. Après, je peux me renseigner et revenir vers vous, mais vous pouvez aussi juste me contacter. On continuera la discussion et on verra par rapport à votre besoin. merci. Je vous en prie. Excellent, excellent, excellent. Il y a eu d'autres questions toujours sur Zoom. Mais avant de Zoom, j'ai vu il y a 2 petites questions sur Facebook. Alors, si vous permettez peut-être de les retrouver. C'est une question, quelle est la technologie, quelle est l'évolution de la technologie blockchain au Maroc, de façon générale, parce que vous venez de répondre par rapport aux intervenants. Peut-être, je ne sais pas si vous avez une idée un petit peu comment ça évolue la blockchain au Maroc. Je pense que ça évolue plutôt bien dans le sens où je pense que le gouvernement au Maroc, il était contre la blockchain parce que c'était associé au Bitcoin, etc. Et la première position du gouvernement et de Banque el Maghreb, c'était de dire on ne fait pas de Bitcoin, on ne fait pas de blockchain au Maroc. Par contre, je sais que Banque el Maghreb, dernièrement, ils sont plus ouverts par rapport à ça. Et du coup, il y a, je pense, plus d'initiatives. Et je sais aussi qu'il y a des discussions avec la CDG, par exemple, parce qu'il y a aussi des représentants en France qui sont liés à la CDG au Maroc. Il y a des discussions entre les 2 entités aussi. Et donc, voilà, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, pour être franc, au Maroc. Mais je sais qu'il y a une évolution et il y a un intérêt qui commence à se voir et à se ressentir pour la blockchain. Donc, je pense que par rapport au Bitcoin, il y a toujours des limitations, parce que le Maroc, et pas que le Maroc, on voit le Bitcoin, et même personnellement, des fois, je vois le Bitcoin comme un actif spéculatif à haut risque. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais, moi, maintenant, vous conseiller d'aller acheter ou d'investir dessus, parce que je ne prends pas cette responsabilité, mais moi, je n'investis pas énormément dans le Bitcoin. Mais par rapport à la blockchain en tant que technologie, je pense qu'il y a des évolutions et le Maroc commence à s'y intéresser. Surtout que là, en ce moment, il y a énormément de pays qui commencent à parler aussi de ce qu'on appelle, en fait, c'est des monnaies tokenisées. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des crypto-monnaies, on va avoir un euro tokenisé, un dollar tokenisé, un dirham tokenisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la vraie, je ne vais pas dire la vraie monnaie, mais de la monnaie fiduciaire, on va dire, dans la blockchain. Donc, on peut se l'échanger sur la blockchain et dans ce cas-là, c'est la banque centrale ou la banque el Maghreb, dans le cas du Maroc, qui va générer cette monnaie, qui va la mettre sur la blockchain. Ça va pas être ça ne va pas être Satoshi Nakamoto, ça ne va pas être un groupe d'anarchistes qui va la mettre en place. D'accord. D'accord. Toujours sur Facebook, il y a une question de la part de Madame Aïcha Tsouli qui se demande: que pensez-vous, s'il vous plaît, du Crowd One? Alors, je ne comprends pas exactement Crowd One. C'est intéressant, on me l'a proposé, je suis hésitant. Crowd One. Je ne connais pas du tout. Si vous pouvez mettre un lien ou quoi que ce soit, juste pour savoir ce que c'est grosso modo, parce que là, je peux
Oui. Je peux faire une petite recherche rapidement le temps que vous lisiez la Bah, prochaine. il y a d'autres questions qui sont sur Zoom. Je vais peut-être vous lire 3 questions qui sont déjà là. Alors, il y a quelle est la différence entre le blockchain et la crypto-monnaie? Bon, vous avez déjà répondu, mais comme je lis la question de la part de Valérie, c'était parmi les premières questions qui sont posées. Alors, pour la deuxième question, je crois que c'est la même, c'est Madame Aïcha. Alors, excellent, Aïcha est là avec nous sur Zoom, donc il pourrait expliciter sa question. Merci pour ces informations fort intéressantes. Ma question est que pensez-vous du crowd? C'est toujours la même chose. Du crowd one, c'est sérieux et c'est intéressant d'y adhérer. Alors, je vais peut-être, je ne sais pas s'il nous écoute, on va peut-être lui donner la parole pour réagir par rapport à ça. Madame Aïcha, si vous nous écoutez, est-ce que vous pouvez prendre le micro? Audio, oui. J'ai l'audio, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. très Oui. bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ben, merci beaucoup, Monsieur Kautal. Merci, Monsieur Belriti, c'est très intéressant. Effectivement, j'ai reçu de la part d'un ami africain qui m'a parlé du Crowd One. Il semblerait, alors, il parle, c'est une société de réseautage en ligne qui apparemment connaît une croissance très rapide. C'est donc une structure numérique de gains d'argent. Et le lien, si vous voulez, j'étais en train de l'écrire, c'est crowdone.com Signa Pioric One. Je vais vous l'écrire. Mais franchement, je suis hésitante, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses qui se disent dessus, mais bon, je pensais que vous pouviez nous éclairer. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. Et Oui. pour être franc, je méfie de tout ce qui est multi-level marketing et tout ça. Donc, voilà. Ça a l'air d'être ça. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un produit derrière? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de produit, c'est plus du MLM, c'est une pyramide de Ponzi, du coup. Ouais, c'est ça. Je crois que s'il faut recruter des gens, il faut faire de la pub. Voilà. Si vous gagnez plus d'argent en recrutant des gens qu'en vendant du produit ou en faisant quelque chose avec une valeur ajoutée, bah, c'est une pyramide de Ponzi. Ce n'est pas du multi-réseau marketing. Très bien, très bien. Donc, après, j'ai eu le temps de voir en 1 minute, donc c'est ma première impression. D'accord. Mais je vous enverrai, si vous permettez, j'ai vos liens et je vous enverrai ce que j'ai reçu et vous me direz après ce que vous en pensez. Ça marche, pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, M. Belriti. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci à vous. Questions? Alors, voilà. Est-ce que je peux... Une question de Sirbej. Alors, je peux prendre la parole? Dites-moi, madame. Juste pour M. Belriti. Oui, allez-y. Moi, je connais en fait beaucoup de personnes, notamment en France, qui encouragent le Bitcoin. Il y a beaucoup de Marocains, beaucoup de Français qui s'investissent donc là-dedans. Et bon, je me demandais, M. Belriti vient de me dire, je ne vous encourage pas. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des risques? Bon, on aimerait bien être quand même orienté, fixé, si vous permettez. Merci. Merci beaucoup pour la question. Pourquoi je dis que je ne vous encourage pas, c'est parce que moi, je ne suis pas là pour donner des conseils financiers ou je ne suis pas advisor, je ne suis pas conseiller financier. Ce que je vais dire, c'est que si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas peur de la perdre et que vous pensez que le Bitcoin peut vous rapporter de l'argent dans 1 ou 2 ans mais que si ça crache, ce n'est pas grave, vous aurez perdu 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, il n'y a pas de souci. Allez-y. Après, si vous investissez plus que ce que vous pouvez, moi, je ne vous conseillerais pas ça. Parce que je sais qu'en 2018, par exemple, il y a des gens qui ont vendu leur maison pour acheter du Bitcoin juste avant le crash. Et du coup, ils ont perdu 70% de la valeur en 3-4 jours. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais encourager les gens à faire. Après, si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, etc., vous pouvez toujours voir par vous-même et vous renseigner sur telle ou telle crypto-monnaie et surtout investir ce que vous pouvez perdre, ce que vous pouvez... voilà, donc vous n'investissez pas plus que ça.
Est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a du gain, est-ce que le gars est meilleur en investissant dans ces crypto-monnaies que lorsqu'on investit dans la monnaie normale? C'est super volatile, les crypto-monnaies, hein. Voilà. C'est très, très, très volatile. Donc, quand il y a des gains, vous pouvez gagner beaucoup plus qu'avec les monnaies normales. Mais quand il y a des pertes, vous pouvez perdre beaucoup plus qu'avec les monnaies normales. Donc, Très bien. c'est dans les deux sens. Donc, D'accord. c'est un peu… Très bien. voilà, En tout cas, on est mieux éclairé. Merci beaucoup. je vous en prie. Merci. C'est le but, madame. Oui, je vous remercie beaucoup hein, au Club des Je vous en prie et Diplômés. merci pour vos questions. Merci, M. Kautar et M. Dreyf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. On a une question aussi de Slimani, qui est très fidèle, qui nous a accompagnés et je tiens à saluer d'ici. Alors, sa question est le potentiel de l'utilisation de blockchain dans le Maroc, au Maroc. D'après votre expérience, est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour l'utilisation de la blockchain, toujours au Maroc? Je pense que oui. Le potentiel, il est assez important un peu partout. Là, on parlait de supply chain, mais on sait qu'il y a énormément d'import-export de supply chain au Maroc. Heureusement, on a pas mal de ports qui marchent plutôt bien. On a l'une des côtes les plus longues j'ai pas les chiffres, donc je vais pas dire de la planète, mais on a quand même pas mal de portes où on peut s'échanger avec l'Europe, l'Amérique, etc. Donc je pense que pour la supply chain, ça peut être intéressant. Pas pour créer une blockchain marocaine, mais plus pour utiliser, pour avoir des partenariats avec des acteurs en Europe, en Amérique, etc. Après, tout ce qui est financier, parce que je pense que les banques, de toute façon, elles vont un peu toutes se mettre un peu à la blockchain, au moins utiliser la blockchain. On le verra peut-être pas. Pour nous, utilisateurs, ça va être transparent, parce que ça va être surtout dans leur back-end et dans la façon dont ils transfèrent l'argent vers d'autres pays, comment ils gèrent les taux de change, etc. Mais les banques vont sûrement s'y intéresser. Et je pense qu'ils s'y intéressent déjà, parce que je pense que, je ne sais pas comment ça marche, mais la BNP en France s'y intéresse énormément. Et vu que la BNP a des filiales, et là, la BMCI, je ne sais pas si ça s'appelle toujours BMCI ou si c'est BNP. En tout cas, ils ont une filiale au Maroc, donc je pense qu'ils vont être impactés si la BNP a envie de mettre toutes ses filiales sur la blockchain pour certains échanges cross-border, échanges internationaux. Donc, je pense que ça va venir. Après, moi, ce que je voudrais voir, c'est par rapport à l'identité numérique aussi. Là, on sait qu'il y a des efforts au Maroc. On a eu la carte biométrique il y a quelques années déjà, mais il y a encore un problème d'identification au Maroc. Il y a sûrement pas mal de gens dans des régions un peu exclues qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas les moyens d'aller vers une administration et avoir leur carte d'identité. Donc, peut-être qu'avec la blockchain, ça va être un peu plus intéressant, plus facile à mettre en place sans avoir besoin d'avoir une entité ou un bâtiment ou quelque chose dans votre région. Donc, ça, on le voit déjà pas mal en Afrique. Au Kenya, par exemple, il y a énormément d'initiatives pour avoir des identités numériques pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'identité tout court, qui n'ont pas de carte d'identité, etc. Et du coup, ils leur donnent une identité numérique et ils ont des partenariats avec des banques, avec des opérateurs de téléphone, de télécom, etc., qui acceptent du coup cette identité et qui leur permettent d'avoir accès à leurs services. Donc voilà, c'est là où je vois, il y a sûrement énormément d'autres applications. Mais voilà, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ces 3 ou 4 axes d'utilisation. Dans le même sens, au niveau banque, il y a Ilyes Choubeli qui se demande, pour le commerce international, l'un des rôles des banques, c'est de sécuriser le paiement à travers le CREDOC.
Et en cas de l'application de la blockchain, la confiance sera donc la confiance non, donc ce rôle des banques ne sera plus justifié. Voilà, donc le rôle des banques en termes de tiers confiance sera plus justifié. Est-ce qu'il y a une menace est-ce que le blockchain représente une menace au niveau des banques? Oui et non. En fait, les banques elles sont menacées de partout en ce moment. Il y a énormément de menaces sur les banques. Je parlais avant des néobanques, Revolut, etc. Donc, c'est des banques qui sont beaucoup plus simples à utiliser, qui ont vraiment révolutionné un peu notre rapport aux banques. Donc, les banques traditionnelles sont menacées de toute façon. Elles sont menacées par les crypto-monnaies, parce que, surtout si on voit que les gens commencent à les utiliser sans vraiment passer par les crypto-monnaies que va déployer derrière les banques centrales. Par contre, les banques ont intérêt à utiliser la technologie. Donc là, du coup, je ne parle pas de crypto-monnaie, je parle de la technologie blockchain. Les banques ont intérêt à utiliser la blockchain pour améliorer certains processus, certains mécanismes. Il y a la banque centrale, moi je ne suis pas expert bancaire pour être franc, mais je sais qu'en France, il y a la Banque de France qui avait commencé un pilote en utilisant la blockchain pour gérer certaines transactions entre les banques en France. Et il y avait des processus qui prenaient genre 1 à 2 semaines. En mettant tout sur la blockchain et en persuadant, en convainquant les banques françaises de faire partie de ce petit réseau blockchain, on va dire, ils ont pu réduire la durée de traitement à quelque chose de l'ordre de 20 minutes. Donc, passer d'1 semaine à 20 minutes, c'est énorme. Donc, je pense qu'ils ont intérêt à utiliser la blockchain pour ce genre de processus. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus les banques, techniquement parlant, elles sont très, très, très en retard. Il y a énormément de banques qui utilisent le COBOL encore, qui ont des plateformes construites, codées en COBOL, qui est juste un langage mort depuis longtemps, mais mort, il n'est pas tout à fait mort vu qu'il est encore utilisé, mais il y a très peu de développeurs COBOL dans le monde. Il y a même une niche en Inde de développeurs COBOL qui travaillent pour des sommes d'argent astronomiques parce qu'il y a très peu de développeurs. Donc les banques, de toute façon, ont intérêt à innover, ont intérêt à suivre les innovations, les nouvelles technologies. Ça commence, il y a des banques qui font plus que d'autres. Mais voilà, donc elles sont en risque, mais pas par la technologie blockchain, mais plus par... mais je pense qu'elles seront plus en risque si elles ne suivent pas l'innovation et si elles n'utilisent pas la blockchain et si elles continuent de garder leur processus ou leur mécanisme d'un autre temps. Merci Khalid. Deux petites questions. Alors la première, c'est de la part de Alaoui. Alors, il dit, comment fait-on l'équivalence entre les bitcoins et la monnaie fiduciaire? Ça, c'est la première question. Et deuxième, que pensez-vous du blockchain en finance islamique? Quel serait le verdict ou l'évaluation de... Pour la deuxième question, je vais poser mon joker parce que moi je suis pas du tout savant islamique, donc je peux pas, j'en ai aucune idée. Et si je donne mon avis, il aura aucune valeur de toute façon. Donc je vais pas, je suis désolé, Monsieur Alaoui, mais je vais pas répondre à ça. Pour la première question, pour l'équivalence entre les bitcoins et la monnaie fiduciaire, c'est tout simplement l'offre et la demande. Il y a des échanges, il y a des plateformes d'échange où des gens achètent et vendent le Bitcoin. Donc, si l'offre, si la demande accroît, le prix du Bitcoin accroît. C'est tout simple. Hein. C'est pas, le Bitcoin, il n'est pas indexé à une monnaie ou à l'or, au cours de l'or ou quoi que ce soit. C'est une monnaie, et pareil pour toutes les autres crypto-monnaies. La valeur est définie par l'offre et la demande. Et du coup, c'est pour ça que je dis c'est très spéculatif et c'est pour ça que c'est très volatile. C'est qu'on ne le compare pas à la monnaie, on ne le compare pas à l'or,
c'est l'offre et la demande, et des fois, on ne comprend pas du tout ce qui se passe sur le marché. Les gens paniquent, bah, ils vendent, et du coup, ça baisse énormément. Les gens, des fois, ils écoutent, enfin, ils entendent des rumeurs, mais ils commencent à acheter. Et plus les gens achètent, bah, le cours augmente, et du coup, il y a plus de monde qui achète parce qu'ils veulent aussi avoir leur part du gain, mais à un moment donné, bah, les gens ils n'achètent plus, et bah, ça retombe, etc. Donc, enfin, de mon point de vue, pour le moment, c'est purement spéculatif. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut faire très attention. Mais voilà, c'est ce qui définit l'équivalence entre la valeur du Bitcoin et la monnaie fiduciaire. Et enfin, d'ailleurs, même la valeur de la monnaie fiduciaire, elle est un peu définie comme ça, hein. C'est l'offre et la demande, et c'est surtout la confiance qu'on a. C'est assez spéculatif aussi si on y réfléchit, parce que c'est surtout la confiance qu'on a dans tel État, dans tel gouvernement, etc. Et c'est aussi par rapport aux réserves de monnaie qu'on a. Par exemple, pourquoi le dollar est assez fort? Parce qu'il y a énormément de pays qui ont des réserves de dollars, etc. Mais si elles décident de le vendre demain, bah, le cours du dollar va chuter aussi. Donc, ça ressemble, mais c'est un peu plus, c'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus spéculatif que la monnaie fiduciaire. Et par rapport à cette volatilité-là, il n'y a pas intrinsèquement un risque sur la valeur, non? En fait, le risque, il y a un risque. C'est que, supposons que, je ne sais pas moi, dans un an, bah, tout le monde arrête de se soucier du Bitcoin, et tout le monde arrête de considérer que le Bitcoin a une valeur. Et du coup, tout le monde cherchera à le vendre. Et personne ne cherchera à l'acheter. Et du coup, la valeur, ça va être zéro. Et on peut déjà le voir, en fait, sur ce que là, on parle de Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Sa valeur, elle a toujours fluctué, elle n'a jamais atteint vraiment des cours très très bas. Mais si on s'intéresse aux autres crypto-monnaies, il y a des crypto-monnaies qui ont atteint zéro. Parce que les gens ils se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose, qu'il n'y avait pas de projet derrière, il n'y avait pas de produit derrière, il n'y avait rien. Et enfin, il y en a même les fondateurs, ils ont abandonné le projet parce qu'ils se sont dit bah, ça ne sert à rien de continuer. Enfin, ils ont eu de l'argent parce qu'il y a des gens qui ont investi dessus, et ils se sont barrés avec l'argent. C'est pour ça que je dis, moi, faut faire très attention quand on veut investir ou spéculer avec les crypto-monnaies. Donc, il y a un risque, et le risque est assez gros, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas investir plus que ce que vous pouvez perdre. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'ai présenté jusqu'à de façon, du moins, ma compréhension. En termes, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère qu'il y aura que la connexion elle est stable. C'est qu'en termes aujourd'hui, ce qui est important, c'est la blockchain, c'est une technologie. Ça, c'est premier 1. Niveau 1, à travers cette technologie, on a créé de la crypto-monnaie qui est une monnaie comme une autre, et qui par essence elle est spéculative. Il répond aux besoins du marché, aux besoins de l'offre et de demande, aux besoins de la crédibilité, de la confiance que le marché met sur cette monnaie qui peut être volatile, qui est spéculative, et qui est adossée à une valeur que le marché lui donne. Ça, c'est d'un côté. Et aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, c'est qu'on n'est pas là pour ni dénigrer, ni donner des conseils par rapport à l'investissement sur cette crypto-monnaie. Mais l'autre côté qui est important, et c'est là la valeur ajoutée de ce webinaire, c'est de dire qu'il y a le blockchain en lui-même, comme technologie, c'est une technologie qui est prometteuse parce que ça ouvre des possibilités qui n'étaient pas possibles avant, quoi. Donc aujourd'hui, on réduit le tiers de confiance. Donc, avec le blockchain, on n'a plus besoin de tiers de confiance, et du coup, on fluidifie les transactions avec une force de confiance. On sait qui on peut retracer comment dirais-je, l'émetteur avec confiance. On peut le retracer. C'est plus ou moins ça? Oui, tout à fait. Vous avez très, très bien résumé. Et voilà, donc c'est le tiers on n'a plus besoin de tiers de confiance.
Et c'est un peu, c'est un peu ce qui manquait à Internet, c'est comment transférer de la valeur sans tiers de confiance. C'est jusque-là ce que je disais au début, on transférait de l'information, on transférait des données, mais on ne transférait pas de la valeur directement. On devait passer par des tiers de confiance qui devaient vérifier que vous avez, ce que vous voulez transférer vous appartient. Et du coup, c'est eux qui font en sorte qu'il ne vous appartient plus et ils l'envoient vers l'autre personne et ils prennent leur charge aussi parce qu'ils vont avoir des frais de charge à prendre dessus. Donc, c'est un peu ça. Et juste pour l'anecdote, il y a eu Bitcoin au début. On ne parlait pas de blockchain parce que quand le Bitcoin a été créé, ce qu'on appelle la white paper, le papier blanc, le livre blanc, pardon, le livre blanc ne mentionnait pas la blockchain parce que pour lui, il a inventé le Bitcoin. C'était un moyen de transférer de la valeur en peer-to-peer, sans tiers de confiance. C'est quelques années plus tard que les gens ont commencé à s'intéresser à ces technologies et ils ont vu qu'il y avait d'autres potentiels et d'autres possibilités. Et c'est là où ils l'ont appelé blockchain, parce que du coup, c'est des blocs, c'est des chaînes de blocs et ils l'ont appelé comme ça. Donc, il y a eu le Bitcoin avant, mais la blockchain, c'est la technologie qui est utilisée pour le Bitcoin, mais elle a plus de cas d'usage et plus d'applications que juste la crypto-monnaie. Donc voilà. Mais vous l'aviez très très bien résumé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a une question de Alaoui, il dit est-ce qu'on peut créer indéfiniment des bitcoins et donc est-ce qu'il y aurait une limite? Est-ce que c'est limité ou est-ce qu'on peut créer indéfiniment des bitcoins? C'est limité. En fait, ça augmente, ça augmente petit à petit, mais il y a une valeur limite qui va être atteinte en 2 ans, je crois. C'est 21 millions de bitcoins. Et voilà. Donc après ça, c'est Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies où c'est illimité. Et donc ça dépend des blockchains et des crypto-monnaies qui sont utilisées. Mais pour le Bitcoin, c'est limité. Excellent, super. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, de toute façon, on a revu un petit peu, c'était une petite introduction en blockchain et on a vu les 2 aspect technologique, aspect approche, aspect process et l'aspect crypto-monnaie. Aujourd'hui, en termes de compétences, si on veut se développer sur cette partie-là, qu'est-ce que vous recommandez? Tout dépend de votre domaine. Si vous êtes plutôt technique, il faut se mettre au code. Il faut apprendre un peu comprendre ce qu'est un smart contract, comprendre déjà la technologie derrière, comment ça marche, la cryptographie, comment ça marche, avoir une idée globale sur la blockchain, comment ça marche. Après, se mettre au smart contract peut-être et voir comment on développe. Donc, il y a des outils pour développer sur l'Ethereum. Donc, il y a Solidity, par exemple. Donc, se mettre à Solidity. Si vous êtes développeur, c'est pas très compliqué parce qu'en général, c'est du JavaScript, c'est des langages qu'on connaît, que les développeurs connaissent en général. Donc, il faut juste s'y mettre, connaître un peu ce qu'il y a à faire d'un point de vue réseau, parce qu'il y a pas mal de configuration réseau à faire, etc. Donc voilà. Donc, si c'est la partie technique, il faut se mettre au smart contract, au code, etc. Après, on peut travailler sur la blockchain, quel que soit notre domaine. On peut faire du marketing, on peut faire, avoir un profil business. Donc dans ce cas-là, il faut juste comprendre grosso modo la technologie, surtout les possibilités amenées par la technologie. Donc avec ce genre de webinar, mais aussi suivre des cours. Il y a des cours qui peuvent très très facilement vulgariser un peu la technologie sans rentrer dans les détails, mais passer plus de temps à voir un peu les applications, les cas d'usage, etc. Il y a des formations aussi. Donc pour ce genre de formation, j'encouragerais n'importe qui est intéressé par la blockchain, qui n'est pas technique, parce qu'il y a aussi des formations techniques,
à les suivre ou juste à suivre quelques cours sur Coursera, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de cours. Il y a le cours de Consensus, par exemple. Je vais le mettre sur... je crois qu'ils ont un cours sur Coursera. Donc, voilà, donc c'est un cours gratuit, sauf si vous voulez avoir un certificat. Qui permet un peu d'introduire Ethereum, parce que Consensus, c'est la société qui a été cofondée par le cofondateur d'Ethereum, de la blockchain Ethereum. Donc voilà, donc c'est juste pour comprendre un peu ce qu'est Ethereum, ce qu'est la blockchain, ce qu'est Ethereum, ce qu'on peut faire avec, comprendre un peu les smart contracts, etc. Donc voilà, donc je conseillerais juste soit de suivre des formations, soit d'aller voir des cours sur Coursera, sur EDX. Il y a pas mal de cours gratuits si vous n'êtes pas intéressé par le certificat. Ou Alors, me super. contacter, et on en parlera. Oui, effectivement. Non, mais certainement. De toute façon, j'allais venir par rapport à votre activité, surtout à votre site, parce que c'est comme ça que j'ai jeté un coup d'œil sur votre site. Et si vous permettez, j'ai deux petites questions. La première, de toute façon, la version que j'ai vue, c'est une version anglaise. La question, est-ce qu'il n'y a pas une version française? Est-ce qu'il n'y a que la version française sur votre site? Non, sur le site, il n'y a que la version anglaise. On est en train de réfléchir à ajouter la version française, bien sûr. Enfin, la version anglaise, pourquoi? C'est parce que, bon, même si on est basé à Paris, on travaille avec des clients à l'international. Et surtout, la raison principale, c'est que je suis presque le seul francophone de l'équipe. Donc, on a pas mal de personnes. Enfin, ma cofondatrice, elle parle français, mais c'est pas sa langue préférée. Donc, on parle uniquement en anglais. On a des personnes, enfin, on a des Espagnols, des Anglais qui, du coup, on parle en anglais entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un site en anglais pour le moment, mais j'avoue qu'on en avait parlé. On avait parlé pour avoir une traduction en français, allemand aussi. Français et allemand au début. Donc, c'est quelque chose qui va sûrement venir. Après, pour ce qu'on propose, nous, d'un point de vue formation, on peut toujours s'adapter. On peut rapidement traduire les formations s'il y a vraiment un besoin. Donc voilà, donc, on peut s'adapter. On peut s'adapter en anglais, français, allemand, espagnol aussi. Mais voilà, au-delà de ces 4 langues, c'est pas sûr. C'est pas En réalisable. arabe aussi, si vous voulez. Hein. Si vous voulez en arabe, mais je vais avoir du mal avec les termes techniques en arabe. Avec les termes techniques, effectivement. Encore une question par rapport à votre site. J'ai remarqué qu'il y a 3 piliers. Alors, vous parlez de design thinking, vous parlez de blockchain et vous parlez de gamification. Ma question, c'est que est-ce que ces 3 piliers, est-ce qu'ils sont, je veux dire, est-ce que c'est simplement un choix de positionnement ou est-ce que ils sont vraiment imbriqués l'un l'autre pour monter quand vous venez Non, une du tout, solution? en fait. Non. Oui. En fait, nos piliers à nous, notre société, c'est plutôt l'innovation, la technologie et l'impact social. Donc là, les trois piliers que vous mentionnez, c'est surtout les formations qu'on a actuellement. Ce ne sont pas vraiment nos piliers à nous, c'est pas ce qu'on fait tout le temps. Donc quand on parle d'innovation, on parle d'expérience utilisateur. Du coup, on fait du design thinking, on fait pas mal de product management, du lean startup, etc., de l'agilité, etc. On fait de la gamification parce que bon, c'est comme ça qu'on essaie de motiver les gens à utiliser telle ou telle solution sans les influencer dans le sens péjoratif du terme, mais plus leur donner, les motiver à utiliser, mais c'est justement pour construire des habitudes saines et positives. Normalement, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc voilà, donc,
on a cette partie-là, on a aussi la partie technique, donc on aide à développer, mais on n'a pas de formation sur la partie technique tout de suite. Donc là, les piliers que vous avez mentionnés, c'est les formations qu'on a en ce moment. On travaille pour en ajouter d'autres, mais les services qu'on fournit, c'est surtout la partie innovation, produit, stratégie et impact social. Donc c'est un peu nos quatre piliers, on va dire. Excellent, super, super. Donc ça, ce qui était vu ou ce qui était mentionné sur le site web, c'est que les formations sur lesquelles vous travaillez actuellement, mais il y a d'autres prestations que vous pouvez offrir. Excellent. Écoutez, moi je ne vois pas d'autres questions. Par contre, écoutez, éventuellement, peut-être vous pouvez mentionner sur cet espace-là votre lien, le lien de votre site, ou là vos coordonnées pour les personnes qui souhaitent vous contacter. D'accord. En attendant, moi je vais aussi lancer un petit sondage, si vous pouvez y répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à ce qui a été proposé. Je vois juste une question de Valérie. Je ne sais pas si on y a répondu. Elle demande « Merci pour votre explication. Le Bitcoin se base sur quoi pour générer des revenus ?» Donc, je ne sais pas si c'est lié à la valeur du Bitcoin ou si c'est vraiment générer du revenu. Parce que je ne sais pas si Valérie est avec nous. Valérie est avec nous. Je pense qu'on peut lui donner la… Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Valérie, il est là. Voilà, il est là. Je lui donne le permis de parler. Bon, Valérie, j'ai activé votre micro. Si vous pouvez poser la question, si vous souhaitez. Allô? Bonsoir. Allô? Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui, parfaitement, oui. Voilà. En fait, ma question, c'est de savoir au niveau de la valeur de Bitcoin, sur quoi exactement elle se base pour générer des revenus. Et parce qu'on se pose plein de questions sur le Bitcoin et on ne sait pas exactement d'où provient d'abord même sa source. Donc, c'est exactement la… Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, oui. Oui. Non, je disais juste, c'est la question à laquelle j'avais répondu tout à l'heure. Donc, c'est l'offre et la demande. Allô? Le Bitcoin n'a pas… Oui, vous nous entendez, Valérie? Oui, moi, je vous entends, Khalid, oui. OK. Donc, je disais, c'est l'offre et la demande. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y avait une question similaire, du coup. C'est l'offre et la demande. Le Bitcoin n'a pas vraiment de valeur liée à l'euro ou à l'or ou quoi que ce soit. C'est l'offre et la demande. S'il y a des gens qui veulent acheter du Bitcoin, le cours du Bitcoin va augmenter. S'il y a plus de gens qui veulent le vendre que de gens qui veulent l'acheter, sa valeur va diminuer. Donc voilà, c'est un peu comme quand on fait du trading, sauf que là, il n'y a pas de compagnie derrière, il n'y a pas de… Quand on fait du trading pour des stocks, des actions, etc., en général, il y a des compagnies derrière. Donc, il y a des résultats qu'ils affichent. Après, on peut toujours spéculer, bien sûr, sur les compagnies aussi, mais sur du Bitcoin, c'est purement spéculatif, on va dire. C'est les gens y croient que le Bitcoin va remplacer, ça va être la monnaie du futur, croient que la crypto-monnaie va être la monnaie du futur, ou ils croient tout simplement que dans 2 mois, ça va leur rapporter de l'argent et que la valeur va augmenter. Du coup, ils achètent maintenant. Écoute, Khalid, je crois qu'il y a une demande pour une prochaine session. Là, il dit, c'est de la part de qui dit merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant. Je participerai avec plaisir à une prochaine si vous rentrez un petit peu plus dans le détail de la crypto et des smart contracts. Écoutez, on verra si on peut éventuellement programmer une autre session, Inch'Allah, si Khalid le permet. Écoutez, je ne vois pas de questions. Je me permets de…
Je me permets de mettre en lien le lien allez-y. pour un autre webinaire qu'on avait fait il y a quelques mois. Donc, c'est à peu près la même, mais j'avais passé plus de temps sur la partie cryptographie que sur la partie use case. Donc, après, vous pouvez me contacter CMK pour me dire si ça vous va ou pas. Après, moi, je reste ouvert hein, s'il y a besoin d'entrer plus dans le détail et si nos agendas le permettent, on peut planifier un autre webinaire avec plaisir. Inch'Allah, oui, on peut programmer quelque chose, on peut réfléchir à planifier une autre session, un petit peu plus dans ces aspects-là. Mais écoutez, je crois qu'on arrive à terme de la présentation. On a une autre session qui va démarrer dans peu de temps. Écoute, c'est Khalid, je vous remercie pour votre participation, pour l'animation de ce séminaire. C'était très, très, très bref, certes, mais en même temps, ça nous a permis de cadrer un certain nombre de notions qui étaient un petit peu floues, donc on les a mis ensemble. Merci beaucoup, merci aux participants, merci à ceux qui étaient à temps quand on a démarré. Bon, je les salue. Enfin, je salue aussi tout le monde, je salue aussi ceux et celles qui ont posé des questions, participé avec nous. C'est de cette façon qu'on se dit. Écoutez, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.